Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM, bonjour, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter les événements phares qui ont marqué la semaine de la région. L'émission est animée par votre serviteur, Zine Chafaoui. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré au conflit qui oppose les éleveurs aux agriculteurs dans de nombreux pays du Sahel. Pour en parler, il y aura avec nous le docteur Mohamed Saïd Ben Azzouz, enseignant universitaire et spécialiste des questions sécuritaires. Nous aurons également avec nous Ahmed Kateb, universitaire et chercheur en sciences politiques. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc partis pour 26 minutes de débat, mais avant de céder la parole à nos respectables invités, je rappellerai quelques faits. Alors, il ne se passe pratiquement pas un mois sans que la presse n'évoque des affrontements, souvent sanglants, entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires au Sahel. Le phénomène est observé particulièrement au Mali, au Tchad et au Nigeria. Ce conflit a fait près de 400 morts depuis janvier 2017 au Nigeria. Pas loin que cette semaine, je parle de la journée du vendredi du 26 mai 2023, 10 agriculteurs et un éleveur ont été tués à Mondoul, région située dans le sud du Tchad. Cette tuerie n'est pas la première du genre dans la région. Le réseau des associations du Mondoul, c'est la région en question, rappelle dans un communiqué que depuis plus de 3 décennies, la population paysanne de cette province a régulièrement fait l'objet d'attaques meurtrières perpétrées par les éleveurs. Je rappelle que le sud du Tchad est confronté actuellement à une insécurité grandissante ces derniers mois. Tout au long du mois de mai, des attaques menées par des hommes armés non identifiés ont fait plusieurs dizaines de morts dans la province du Logone oriental, frontalière à la Centrafrique. L'événement du Sahel. Donc le débat est ouvert. Première question, je vais l'adresser au docteur Mohamed Saïd Ben Azzouz. Je vous rappelle que vous êtes universitaire et spécialiste des questions de sécurité. Pourquoi les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs sont récurrents au Sahel? Quelles sont les causes de ce conflit qui ensanglante régulièrement certains pays de la région? Bonjour. Bonjour. D'abord, vu la nature de leurs activités, et les éleveurs et les agriculteurs se partagent le même terrain. Et il y a des régions qui servent à la culture du riz pendant la saison des pluies, et ces mêmes régions deviennent pâturage. Donc ces conflits ne sont pas vraiment récents. Ils ont toujours existé, seulement il y avait des normes de partage, je dirais ancestrales, et que actuellement cette régulation ne marche pas tellement. Elle n'est plus opérante. Elle est plus opérante. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que ces affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs s'expliquent donc par la rareté de l'eau et exact. Par aussi la rareté des pâturages. Exact. Même ce qui a été entrepris par les gouvernements, particulièrement du Mali et du Burkina. Oui. Des démarches de décentralisation ont été opérées, mais à chaque fois il y a un problème dans la répartition du foncier. Oui. C'est-à-dire toujours le conflit revient à cause de la répartition qui n'est pas forcément objective. Bon, on peut expliquer aussi ces tensions par aussi une croissance démographique. Nous avons plus d'agriculteurs, plus d'éleveurs, moins de terres
et moins d'eau. Absolument. Au Sahel, la quasi-totalité de la main-d'œuvre est focalisée dans l'agriculture et l'élevage. Dans le cas du Mali, par exemple, nous avons les éleveurs qui appartiennent à l'ethnie Dogon, alors que les agriculteurs donc sont l'ethnie Dogon, les éleveurs ce sont des Peuls. Oui, et les Peuls, comme tout le monde le sait, ont des accointances, disons, avec une organisation terroriste. Et c'est pour ça qu'actuellement l'ethnie Peul est stigmatisée. Elle est stigmatisée, c'est ce qui rend difficile le dialogue entre toutes les communautés, comme jadis. Oui, Donc, jadis, c'était fluide, les gens discutaient entre eux, réglaient les problèmes. Mais maintenant qu'il y a des communautés qui peuvent s'appuyer sur des terroristes, donc la résolution des problèmes devient un peu plus difficile, un peu plus critique. Oui, c'est ce qui accentue, si vous voulez, le conflit entre les deux communautés. Merci, Dr Ben Azouz. Je vais me tourner vers M. Ahmed Kateb. Je rappelle, Ahmed Kateb, que vous êtes universitaire, chercheur en sciences politiques. Vous êtes aussi le consultant de l'émission. Est-ce que ce phénomène, je parle du conflit entre les deux communautés, entre les éleveurs et les agriculteurs, ne cache pas en réalité un conflit communautaire ou intercommunautaire? Je pose la question car très souvent les affrontements opposent très souvent les éleveurs musulmans à des agriculteurs chrétiens. Est-ce que nous sommes dans le cas banal d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs, ou ce conflit se décline-t-il entre affrontements entre musulmans et chrétiens? C'est un conflit ou des conflits à géométrie variable. Donc on ne peut pas délimiter la nature du conflit uniquement par le fait que ça soit éleveur versus agriculteur, donc musulman versus chrétien, sédentaire versus nomade. Donc justement, c'est superposé, c'est ancestral, c'est anthropologique depuis la nuit des temps. Donc il y a ce clivage qui existe entre deux corporations de métiers. On démarre l'analyse de ce point de vue-là. Absolument. Deux corporations de métiers, un éleveur et un agriculteur. Et étant donné que les autres particularités, pour ne pas dire particularisme, viennent se greffer, donc le fait religieux, oui, le fait sociologique, donc sédentaire, nomade. Donc il y a tous ces faits qui viennent se greffer autour du noyau central de la conflictualité. Ça nous donne un cocktail, je m'excuse du terme, explosif, oui, détonnant, qui mine même les fondements des États au Sahel. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il y a plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles, il y avait des codes d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique, d'ordre culturel, d'ordre cultuel, qui régentaient, qui réglaient tout ce type de conflits, tous ces genres de conflits. Pour rappel, l'imam Mohamed bin Abdelkarim al-Maghili avait institué justement... Vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui est l'imam... Alors, l'imam al-Maghili, c'est un illustre savant originaire de Tlemcen, mais qui a pratiquement toute sa vie fait sa prédiction au Touat algérien avant de partir vers le sud, au Nigeria particulièrement, vers la boucle du Niger, le Nigeria, donc où il a réglé beaucoup de conflits et il a institué une sorte de nouvelle gouvernance à l'époque. On est au XVe siècle, une nouvelle gouvernance pour apaiser les tensions, les conflits religieux, ethniques et corporatistes de l'époque dans ces régions. Donc il y a des référents. J'ai cité le Maghili, il y a des référents qui ont légué un savoir-faire qui a pu, pendant plusieurs siècles, atténuer les tensions. Maintenant, du fait de la modernité, du fait de cette transplantation
d'un État que Bertrand Badi qualifie d'État importé de l'Occident vers un environnement africain, sahélien, cette importation de l'État n'a pas permis l'émergence de structures étatiques endogènes qui prennent en considération tous ces faits, toutes ces réalités sociologiques pour construire des États fiables et viables. Aujourd'hui, on est face à une faillite des États, Exactement. une faillite accentuée par ce genre de conflit. Moi, pourquoi je vous pose la question? Parce que il y a actuellement une tentation de parler ou de qualifier ou d'analyser le conflit éleveurs, nomades et agriculteurs sédentaires sous l'angle religieux. Pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure? Parce qu'actuellement, il y a l'évêque de Doba. Doba, c'est une région du Tchad, justement, qui dénonce les velléités de qualifier ce conflit de conflit religieux. Alors, je cite, c'est ce qu'il dit, on présente souvent ces conflits intercommunautaires comme des conflits interreligieux. Là, c'est pour vous rejoindre dans votre remarque qui consiste à dire que ce conflit résulte plus d'un problème de gouvernance, d'un problème de gestion, que de tensions religieuses. Alors donc je répète, on présente souvent ces conflits intercommunautaires comme des conflits interreligieux parce que la plupart des éleveurs sont de confession musulmane et les agriculteurs, surtout des chrétiens et des croyants ou des croyants de religion traditionnelle. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il a d'ailleurs mis en garde contre cette mentalité. Alors pour lui, pour se couvrir, les gens évoquent un problème interreligieux, mais c'est un problème politique et de justice. Ces affrontements causent des situations d'injustice qui ne peuvent être réglées que par la justice et une volonté politique réelle. Malheureusement, le problème est souvent traité à la hâte, sans s'attaquer par la racine. Cet appel vous invoque quoi, Dr Benazzouz? Justement, si on s'inscrit dans cette optique, c'est surtout les agriculteurs qui ont toujours été favorisés par rapport au détriment des éleveurs. Que ce soit à travers les réglementations successives dictées par le gouvernement malien et le gouvernement burkinabé. Des fois, des discussions sont menées sur le comment faire, et alors que les éleveurs ne sont même pas associés. Bon, ça peut se comprendre, on se dit que c'est des gens qui utilisent les terres d'une manière saisonnière, donc on ne leur donne pas beaucoup d'importance. Mais le fait est que il y a deux facteurs qu'il ne faut pas ignorer. Oui. D'abord, quand on parle du gouvernement, le gouvernement ne contrôle pas beaucoup les zones de conflit. Les territoires. Parce que c'est des territoires qui sont ruraux. Et il y a une absence de l'État. Les Occidentaux vous diront que les gouvernements contrôlent un tiers du territoire. C'est une exagération. Ce sont des zones grises. C'est une exagération. Oui. En réalité, ça ne peut pas être un tiers seulement contrôlé par le gouvernement. Et la démarche des gouvernements, à l'origine, elle est noble. Oui. Parce que, comme vous dites, pour la modernité, les gouvernements se sont fixés l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, il faut aller vers une agriculture intensive. Exactement. Parce que les terres fertiles, etc., se font rares. Et donc, mais dans l'application, comme je disais tout à l'heure, l'attribution des terres, on a créé une sorte d'agro-business. Et malheureusement, dans la pratique, il y a de la spéculation qui est nourrie par de la corruption, bien sûr. Et c'est ce qui fait que les communautés de part et d'autre perdent confiance en l'action de l'État, entre guillemets, dans les zones que ce dernier contrôle. Exact. Donc, donner une connotation religieuse, surtout quand ça vient d'une seule partie, c'est la partie chrétienne qui le dit,
on peut que souligner que jusqu'à présent, l'avantage était aux agriculteurs qui sont, eux, chrétiens. Donc, ce n'est pas, je pense c'est assez démesuré de prendre le conflit sous cet angle. Sous l'angle religieux. Voilà. C'est une grille de lecture occidentale, européocentriste, qui tend à calquer un modèle exogène, complètement hors zone sahélienne, pour essayer de donner des justificatifs d'intervention et d'ingérence. Ni plus, ni moins. Donc, on se comprend bien, nous ne sommes pas face à un problème interreligieux, il s'agit d'un problème lié à une mauvaise gestion des terres ou à une mauvaise gestion des intérêts représentés à la fois par les éleveurs et par les agriculteurs. On est donc dans un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'ordre sociologique, d'ordre tribal, etc. Mais essentiellement, l'État est un régulateur ou est censé être régulateur de toutes ces activités. Et là, on voit certaines défaillances qui font le lit justement de ce genre de phénomène. Là où la régulation de l'État est inexistante, justement, elle laisse sécuritaire dans la sous-région. Ça, c'est un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest qui le dit. Des efforts soutenus de prévention des conflits, dit-il, sont nécessaires pour empêcher la violence de prendre racine et l'État doit s'impliquer activement en travaillant avec les communautés locales. Donc, est-ce que réellement, Dr Benazouz, nous sommes face à ce que l'ONU ou le représentant de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest qualifie d'autres menaces sécuritaires? En réalité, la communauté internationale a ignoré, pour la région du Sahel, a ignoré beaucoup de menaces qu'on jugeait mineures, mais qui sont très importantes. Par exemple, la prolifération des armes légères et de petits calibres. Bon. Avant, au cours des années 90, la provenance, c'était les anciens pays d'Europe de l'Est, avec la chute du mur de Berlin. À partir de 2011, la chute du régime de Kadhafi, mais beaucoup plus d'armes qui étaient en provenance de Libye. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même quand les communautés se bagarrent entre elles, c'est pas à la machette, c'est à la Kalachnikov. Exactement. Parce que les armes sont disponibles, elles sont pas chères. Ça nourrit le conflit. Voilà. Il y a déjà 7 menaces qui étaient latentes, qui étaient là. Oui, oui. On ne voulait pas la traiter ou on ne voulait pas la voir, comme dit mon camarade. Qui fait que maintenant, ces conflits sont très apparents. Oui. Quand vous voyez les bilans, vous voyez 20 morts, 30 morts. Au final, ça fait beaucoup de morts. Voilà, au final, ça fait beaucoup de morts. Mais dans tout ça, personnellement, ce qui m'inquiète, c'est que ça complique la situation parce que, comme on l'avait dit, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faudrait que la société civile puisse s'identifier en tant qu'acteur. Il faudrait que la population aussi choisisse son camp. Exactement. Donc là, ça fait beaucoup d'autres problèmes qui empêchent cette forme de cohésion qui puisse permettre d'augmenter la résilience de la population et enfin pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Le terrorisme, comme
toute autre filière, exploite cette situation. Exactement. On va y venir justement. Voilà. Auprès de la communauté Peul, pourquoi? Parce que la majorité sont des éleveurs et qui sont lésés. Et on montre qu'on est là pour soutenir ces gens-là, défendre leurs intérêts. Qui sont défavorisés. Ça nous permet de recruter, ça nous permet de faire beaucoup de choses, ça nous permet d'exister. Exactement. On parlait des Peuls, mais vous avez aussi une autre ethnie au Nigeria qui est connue pour justement faire dans l'élevage, c'est l'ethnie Fulani. Les Fulani. Alors, tout à l'heure, M. Benazouz disait, oui, les agriculteurs sont favorisés par rapport aux éleveurs, parce que les éleveurs, en réalité, vous avez une population d'éleveurs qui est à cheval sur plusieurs pays. Donc, ils sont transhumantes. Donc, ils ne sont pas tout le temps là lorsqu'il s'agit aussi de défendre leurs intérêts. Mais ma question est la suivante, Ahmed Kateb, justement, puisque nous abordons le volet sécuritaire du dossier. Aujourd'hui, qui a intérêt à souffler sur les braises du conflit éleveur-agriculteur? Alors, tantôt on parle de guerre de religion ou de conflit interreligieux, tantôt on parle de conflit intercommunautaire, et aujourd'hui, donc, vous avez des voix qui essayent justement, on a l'impression que il y a des forces comme ça en présence qui essayent d'exploiter ce conflit pour fragmenter, provoquer une fragmentation plus grande du Sahel ou des pays du Sahel. Vous avez répondu pratiquement à votre question parce que ceux qui ont intérêt à fragmenter le Sahel et à exploiter ses ressources ont tout intérêt à jeter de l'huile sur le feu pour attiser ce genre de conflit. Vous pensez à qui? Les groupes terroristes, les puissances extra-régionales, des acteurs extra-étatiques? Écoutez, il y a des acteurs étatiques, extra-africains. Et il y a des acteurs non étatiques ou subétatiques qui ont tout intérêt à fragmenter la région, à piller ses ressources. Affaiblir les pays. Affaiblir, c'est-à-dire mettre ces États en faillite, qu'ils collapsent complètement afin d'extraire les matières premières et d'utiliser justement les populations locales comme main-d'œuvre corvéable à merci. Donc on est dans ce cas de figure. Monsieur Benazouz, toujours dans le prolongement de la réponse de notre ami Ahmed Kateb, est-ce que ces populations en conflit sont travaillées par les groupes terroristes? Mais bien sûr, les groupes terroristes exploitent le fait par exemple, que les Peuls soient de confession musulmane et que la plupart des effectifs de leur groupe proviennent de cette ethnie qui était, par exemple, si on prend le triangle du Liptako-Gourma, c'était l'ethnie qui était chargée de répartir justement l'utilisation des terres. Et justement, pourquoi on perçoit les derniers clashs entre AQMI entre le Génim. Entre le Génim et l'État islamique. Le fond, c'est aussi ça, parce que les deux organisations pour recruter des gens font des promesses aussi à la population, et quand ils sont en devoir de montrer qu'ils sont pour cette telle ou telle communauté, les deux communautés ont des intérêts divergents. On est arrivé, c'est l'une des causes des conflits entre groupes. Mais d'une manière générale, une telle situation profite à tout ce qui est dans l'illicite. Il ne faut pas oublier aussi les trafiquants de drogue. Parce que c'était une menace, elle n'était pas latente, elle était réelle. Le Sahel, c'est le carrefour. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Ifriqiya FM justement comment les cartels ou comment les réseaux de trafic de drogue opèrent un peu dans la région? Ça vient d'Amérique latine, je crois.
Ça, c'est pour les drogues dures. Les drogues douces, Oui. elles viennent de nos voisins. D'à côté. Elles viennent Oui. tout juste d'à côté. Du Maroc. Alors que dans d'autres régions du monde, il y a eu des efforts, par exemple au sud du Liban, les mêmes efforts qui ont été consentis par la communauté internationale ont été exécutés, ont été mis en place au sud du Liban et au Maroc. Au Maroc, ça n'a rien donné. Au contraire, les surfaces cultivées ont augmenté, alors qu'au sud du Liban, on n'en parle pratiquement plus. Oui. Donc, et il y a aussi, qui est relativement récente, disons une quinzaine d'années, les drogues dures en provenance d'Amérique centrale et latine, latine et du sud. Là, c'est pratiquement automatique parce qu'il y a de la pression au nord. On ne veut pas que ces drogues aillent en Amérique du Nord. Alors les cartels cherchent des débouchés au sud. Et on a eu des cas où... Donc, si je vous comprends bien, donc le conflit entre les deux communautés est attisé à la fois par le trafic d'armes, nous avons les groupes terroristes et nous avons les drogues, le trafic de drogue. Alors, nous avons deux types de drogues. Nous avons les drogues douces, c'est la résine de cannabis qui est cultivée à une échelle industrielle par le Maroc, et nous avons les drogues dures. Comment, justement, maintenant, la question est adressée à vous deux, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées aujourd'hui comment faire baisser en intensité le conflit éleveur-agriculteur Par de meilleures politiques publiques, que les États se ressaisissent et que justement ces conflits ne soient plus un alibi pour faire sédentariser, entre guillemets, des groupes terroristes qui étaient très loin, jadis, AQMI, Daesh, pour qu'ils viennent recruter et s'implanter justement au sein de ces populations. Donc, des politiques publiques et de bonne gouvernance de ces États. Monsieur J'ajoute en amont que les États puissent faire des politiques publiques, il faudrait qu'ils puissent contrôler le terrain. Le territoire. Donc, il faut renforcer l'autorité des États. Et ça, c'est un autre débat. On pourra en parler la prochaine fois. Je vous remercie infiniment de nous avoir fait le plaisir de venir aujourd'hui dans les studios de Ifriqiya FM. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous lancerai d'autres nombreuses invitations. Donc voilà, chers amis auditeurs, nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité du Sahel. Alors, je vous dis à bientôt et surtout, restez sur les ondes.